Au Pérou, le contexte politique est toujours aussi instable avec un pouvoir mis en cause, pointé du doigt. Après une forte répression, 18 personnes sont mortes dans des manifestations lundi 9 janvier, 48 personnes depuis le début des mobilisations. Le Pérou s'enfonce dans la crise politique, une crise institutionnelle sur fond de corruption, avec en toile de fond une situation sociale difficile. Après 2 ans de pandémie du Covid qui a atteint dans le pays des records de mortalité et une sécheresse historique, des mobilisations sociales d'ampleur, jusqu'à la destitution de l'ancien président Pedro Castillo, remplacé par sa vice-présidente Dina Boluarte. Aujourd'hui, vivement contestée. La mobilisation particulièrement forte dans les communautés autochtones, notamment dans les régions andines d'où est originaire l'ancien président déchu, est particulièrement intense dans le sud, ravivant parfois les fantômes du passé, dans un pays marqué par un conflit armé et la dictature du clan Fujimori. En France aussi, la communauté péruvienne se mobilise. Ce dimanche 15 janvier, des Péruviens se sont rassemblés au cimetière Montparnasse en soutien à la lutte des leurs au Pérou. Et pour en parler, nous recevons 2 chercheuses et militantes péruviennes. Bonjour Rosa Muriel Mestanza et bonjour Emma Robles. Alors vous travaillez toutes les deux dans la recherche en sociologie. Vous, Rosa Muriel Mestanza, vous travaillez notamment sur les femmes autochtones du Pérou. Et vous, Emma Robles, vous faites notamment des recherches également sur les communautés autochtones, notamment sur les luttes des autochtones contre l'extractivisme, un sujet aussi très important au Pérou. Et vous militez toutes les deux au sein du collectif Memoria contra la Impunidad. Ce week-end, vous vous êtes rassemblés à Paris avec les membres de la diaspora péruvienne. Pourquoi une mobilisation ici, en France, en soutien à quelque chose qui se passe de l'autre côté de l'océan Atlantique? Quelles sont vos revendications? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. S'il nous paraît impossible de ne pas se mobiliser en soutien avec nos camarades qui, au Pérou, sont en train de se mobiliser depuis le 7 décembre, avec une énorme répression extrêmement puissante et extrêmement forte, avec énormément de morts. Et donc, il est nécessaire une réaction de notre part depuis la France, depuis la diaspora péruvienne en France. Donc, hier, on est allé au cimetière Montparnasse, à côté de la tombe de César Vallejo, un socialiste péruvien et poète, qui cet événement qu'on a organisé hier, on a été une 60aine de personnes à rendre hommage aux victimes de la répression et à justement mettre en avant les revendications qui sont celles de la nouvelle constitution, la fermeture, la dissolution du Congrès. On demande que Dina Boluarte elle renonce à la présidence et nous demandons aussi l'arrêt de la répression et de nouvelles élections au plus vite. Vous parlez de répression, mais j'ai pu lire notamment dans votre communication, notamment pour appeler à ce rassemblement, vous parlez, en parlant de ce qui se passe actuellement au Pérou, vous parlez de massacre, d'insurrection et même de terrorisme d'État. Tout à fait. Il y a plusieurs vidéos et des témoignages qui montrent comment les forces armées et la police tirent des personnes qui sont juste, sur des personnes qui sont juste en train de marcher ou sur des camarades, des militants, militantes qui se mobilisent, qui sont pas armés ou des passants. Juste des passants, des personnes qui sortent du travail. Il y a du harcèlement aussi, de la criminalisation de la lutte où les personnes qui se mobilisent sont traitées de terroristes et beaucoup d'arrestations arbitraires. La répression, elle est extrêmement forte. Peut-être que Emma, tu peux nous en parler un peu plus aussi. En plus, la présidente Dina Boluarte, la nouvelle présidente, elle est aussi issue de la gauche, de Pérou Libre. Elle en a été exclue. Malgré tout, c'est elle aujourd'hui qui est en train de mener la répression. Oui, Dina Boluarte, c'est l'expression en fait d'un système politique qui est déjà limite à ce moment-là. Pedro Castillo, la première année, il a perdu déjà les 60% de sa représentation au Parlement. Et ça veut dire qu'il y avait une majorité au niveau du Parlement qui c'est plutôt de droite.
et qu'ils sont, des premiers jours qui a fait son mandat Pedro Castillo, ils ont de différentes façons fait opposition à lui. Et il faut aussi se souvenir que une des revendications principales de Pedro Castillo, c'était la demande pour la nouvelle constitution. Et donc, les parlements, ils ont été toujours opposés à cette nouvelle constitution, mais pas que ça. En fait, ils ont aussi interdit les droits de consultation à tous les peuples de faire un référendum pour la nouvelle constitution. Et donc, la demande de nouvelle constitution, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les peuples péruviens ils se mobilisent aujourd'hui. Et Dina Boluarte, franchement, elle reste un individu que maintenant elle a construit une alliance avec la droite et elle surtout elle a perpétué les pouvoirs des élites face au peuple qui se mobilise aujourd'hui. Mais pour bien comprendre du coup qui dirige aujourd'hui au Pérou, parce que vous dites qu'elle a construit une alliance avec la droite, mais c'est une présidente issue de la gauche avec un parlement de droite. Finalement, c'est la droite qui dirige aujourd'hui le Pérou. Sont les élites qui, de façon historique, ils ont été toujours au pouvoir. Là, on parlait de Fujimorisme, justement, qui sont la majorité du Parlement aujourd'hui. Et dans les derniers 6 ans, ils ont eu une présence importante en tant que parti politique. Mais si on voit vraiment la situation des partis politiques au Pérou, c'est pas qu'existe un projet politique, même de droit. En fait, on trouve plutôt des partis politiques qui font des entreprises politiques, non? Et qui représentent des intérêts concrets à des entreprises multinationales. Et donc, c'est ce qui se dispute aujourd'hui au Pérou. C'est aussi l'imposition de plusieurs projets que les peuples ils refusent. Et la représentation fujimoriste, c'est justement la façon avec laquelle il pourrait peut-être se perpétuer, s'imposer aux peuples autochtones. C'est ce dont on va parler finalement quand on va parler d'extractivisme au Pérou, mais quand même, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, parce que vous avez parlé de la Constitution, mais Pedro Castillo, justement, il en avait fait une promesse. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu responsable de la situation actuelle, puisque peut-être qu'aujourd'hui, au Pérou, vous héritez de promesses non tenues. Je pense aussi, par exemple, à la réforme agraire. Ça, c'est sûr que Pedro Castillo, il n'a pas tenu son programme, il n'a pas tenu ses promesses, d'où aussi le fait qu'il a été lâché au tout début par beaucoup de personnes qui avaient un espoir sur lui. C'est sûr que c'est quelque chose qui se répète historiquement, c'est-à-dire que les classes politiques qui ont été au pouvoir, ça a toujours été des promesses vides qui ne sont jamais accomplies. Mais même si, justement, Pedro Castillo, il a lâché ce programme, il a lâché la question de la Constitution, il faut aussi savoir que, malgré tout ça, en ce moment, les mobilisations demandent, par exemple, sa libération. Avec des nuances, bien sûr, il y en a qui vont demander sa restitution, il y en a d'autres qui vont juste demander sa libération, il y en a qui ne vont pas se prononcer, c'est sûr qu'il y a des nuances, mais ce qui est certain, c'est que les mobilisations soutiennent du moins sa libération, parce qu'en fait, c'est devenu aussi un symbole d'un syndicaliste, un paysan, un professeur issu de la paysannerie, des peuples autochtones, qui justement, pour une fois, c'est quelque chose, une victoire historique, que lui, il arrive au pouvoir de façon un peu inattendue, et donc, malgré justement, parce qu'il y a ce paradoxe entre cette trahison, parce qu'il a trahi, on ne va pas le nier, mais cette trahison qui, parallèlement, n'empêche pas un soutien de par ce que lui, il représente comme symbole pour le Pérou par rapport à toute une population qui a toujours été laissée de côté, oubliée, humiliée, qui a toujours vécu le racisme et la colonialité des classes politiques traditionnelles au Pérou, qui ont été celles qui ont été au pouvoir depuis 200 ans, quoi. Finalement, en vous écoutant, je me dis, notamment après ce que vous avez dit, Emma Robles, je me dis que c'est aussi peut-être une situation qui montre qu'on n'est jamais totalement sorti du fujimorisme, en fait, et c'est l'héritage du passé qui plane encore aujourd'hui sur la politique péruvienne. C'est sûr parce que, plus que Fujimorisme, on n'a jamais sorti de néolibéralisme. En fait,
Au contraire, on était toujours dans un processus d'installation du néolibéralisme depuis la prise de pouvoir de Fujimori. Et on reste avec cette constitution qui a permis les problèmes des droits sociaux dans tous les pays, les droits sociaux autochtones qui ne se sont pas respectés. Et donc, le Fujimorisme, il reste, en plus il n'y a pas que les projets politiques néolibéraux, il y a aussi des gens qui ont commis des délits, et notamment les parlementaires fujimoristes. Ils ont beaucoup d'enquêtes sur corruption au Pérou, mais c'est une façon aussi de se protéger. Ça. Mais on voit aussi ressurgir les clivages du passé, parce que d'un côté, on voit ressurgir donc les défenseurs de Fujimori, mais on les voit, c'est ceux-là même, notamment ceux qui sont au pouvoir, au gouvernement ou la présidente, désigner les manifestants, les opposants, comme par exemple des membres du Sentier Lumineux ou encore comme des narcotrafiquants. On a un peu l'impression que là, les clivages de la période de la lutte armée, etc., sont un peu en train de ressurgir aussi, en tout cas dans les éléments de langage. Tout à fait. Par exemple, ça se voit aussi par rapport à la presse. C'est-à-dire que tous les médias hégémoniques dominants vont répéter toute ce mythe-là des manifestants qui seraient du Sentier Lumineux, qui seraient des terroristes, etc. Et c'est comme dans les années 90, pendant la dictature de Fujimori, où ils avaient complètement acheté tous les médias. Et actuellement, on revit cette même chose de la même façon qu'on revit le niveau de répression extrêmement élevé et du terrorisme d'État aussi, dans le sens où ça se répète les mêmes mécanismes de criminalisation de la lutte, de harcèlement des manifestants, manifestantes, de assassinats, de violation de droits humains. Qui se répètent actuellement. C'est les mêmes méthodes par des personnes qui sont soit fujimoristes aussi, soit proches du fujimorisme. Et aussi, pour faire un petit peu un historique, il faut savoir que ce coup d'État qu'on vit maintenant, il n'a pas apparu du jour au lendemain. Il a quand même du moins commencé à partir de 2016, où il y a la crise politique qui commence, qui est extrêmement forte, où il y a eu en six présidents différents, où Keiko Fujimori, pour la deuxième fois, arrive au deuxième tour des élections, et elle perd contre Pedro Pablo Kuczynski, et il ne veut pas accepter cette défaite. Et donc, depuis ce moment-là, on va vivre pendant toutes ces années jusqu'à présent des multiples tentatives de destitution de la personne qui gouverne, qui est en place, parce qu'il y en a eu plusieurs, une instabilité qui est constante. Et quand Pedro Castillo a été élu de façon démocratique aux élections, il y a quand même, avant même qu'il prenne le pouvoir, eu une tentative déjà de coup d'État, de déstabilisation, qui part d'inventer ce mythe de la fraude et de dire que Pedro Castillo, il n'a pas gagné, que c'est une fraude électorale. Et en fait, ils n'ont pas voulu reconnaître sa victoire jusqu'à une semaine avant la prise de pouvoir, ce qui est historique, ça ne s'est jamais passé comme ça. Peut-être parce qu'il y a aussi une défiance vis-à-vis des communautés andines, mais parce que vous avez dit, d'ailleurs, vous avez parlé de 6 présidents au Pérou, 6 présidents en 6 ans. C'est énorme, mais il y a le contexte politique. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre aussi avec vous, c'est ce qu'il y a derrière en toile de fond. Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à vivre cette instabilité politique qu'on est en train d'observer là au Pérou? Quels sont les sujets principaux finalement de la lutte au Pérou? Parce que on le voit, sachant que la contestation, elle s'articule avec une myriade de conflits locaux qui existaient déjà avant la crise politique qu'on est en train de vivre, notamment autour de l'industrie minière qui ne redistribue pas ses bénéfices aux communautés locales. On peut même se demander finalement comment un pays si riche en ressources peut à ce point s'enfoncer dans la crise, sachant que le Pérou a bénéficié, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, depuis le début du siècle d'une croissance importante grâce à ses ressources en métaux très demandées, notamment par la Chine. Le Pérou dispute au Chili le titre de numéro 1 mondial sur le cuivre, indispensable donc, dans un certain nombre d'industries qu'on vit dans le quotidien, notamment les industries électriques, etc. Et figure parmi les leaders dans l'or, l'argent et le zinc. Et pourtant, on est là dans une crise politique sur fond de crise sociale, écologique, économique, et c'est peut-être aussi ça qui explique qu'on est dans la situation dans laquelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui au Pérou. Ce qu'il faut dire, c'est que le système politique de représentation, ça ne marche plus. Et donc, justement, il y a tous les rapports économiques qui passent aux côtés. Le Pérou, maintenant, il est la 6e destination plus importante des investissements sur l'activité minière. Et au niveau de l'Amérique latine, on est le 3e, on occupe le 3e poste.
Par contre, les peuples qui ont les ressources minérales, ils sont les plus pauvres au Pérou. Et si on parle maintenant des acteurs sociaux qui se sont en train de se manifester, c'est les mêmes acteurs qui sont aux côtés où il y a l'activité minière. Et pourquoi ils se manifestent? Un bon parti, ils sont en train de se manifester aussi parce qu'ils n'ont jamais eu l'État qui voit pour les intérêts du peuple. Et un côté, ils voulaient pas, en fait, ils refusent le développement des activités extractives. Ils voulaient pas, je parlerai plutôt d'un 30% des conflits sociaux maintenant au Pérou, qu'ils voulaient pas, ils refusent l'activité minière et souvent ils sont vu l'État qui fonctionne, l'État il est plutôt allié aux grandes entreprises minières. Et donc, ils étaient toujours, comme disait un ex-président qui est mort maintenant, Alan Garcia, il parlait de la catégorie ciudadanos de segunda categoría, citoyens de deuxième catégorie, ¿no? Pour dire que les peuples locaux, notamment les peuples autochtones, ils n'avaient pas le droit de refuser un projet minier parce que c'était lui qui représentait la nation. Mais en vrai, justement, quel est le problème structurel au Pérou? Est-ce que les peuples autochtones, ils n'ont jamais été écoutés? Jamais écoutés. Notre constitution politique actuelle, il ne parlait même pas des peuples autochtones. Il parlait juste de comunidades nativas et comunidades campesinas. Ça veut dire qu'il reconnaît une façon d'organisation, mais il ne parlait pas de plusieurs langues autochtones qu'il existe, les territoires et la façon de gérer ces territoires. Et donc, ce n'est pas une coïncidence que les peuples qu'aujourd'hui s'est mobilisés plus que tous les pays, c'est les mêmes peuples aux cordillères des Andes qui se sont identifiés avec justement Pedro Castillo, même s'ils ne sont pas forcément avec tous les gouvernements. Ce n'est pas une confiance au niveau de ce qu'a fait Pedro Castillo, c'est une confiance au niveau de ce qui représente Pedro Castillo pour eux. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, les acteurs là, du conflit politique, là, de la mobilisation qu'on est en train d'observer au Pérou, sont les mêmes que ceux des conflits miniers. Oui, tout à fait. C'est concentré au sud du Pérou. En fait, il y a tous les Péruviens qui se sont manifestés à Lima, au nord aussi, mais la quantité la plus grande des peuples qui se sont manifestés sont au sud du Pérou, où il y a la plus grande quantité des activités minières. Avec tout ce que vous êtes en train de me dire, moi je suis en train de me poser une question quand même, parce que tout cela, ça explose finalement dans un contexte de crise qui est quand même déjà bouillant, entre, je le disais en introduction, le plus haut taux de mortalité lié au Covid. C'est le 3e pays au monde aussi à plus forte létalité Covid en proportion de sa population. Il y a une sécheresse historique actuellement au Pérou, des problèmes d'accès à l'eau potable, une crise alimentaire, donc une crise de l'eau, l'industrie minière, vous en parlez, qui est contestée. On a un peu l'impression que c'est un pays écartelé donc, entre différents pans de la société, entre les communautés andines dont vous me parlez, entre Lima, la capitale, l'Amazonie aussi, dans lesquelles il y a aussi de nombreuses communautés autochtones, et le reste du Pérou. Le Pérou, c'est un pays très fragmenté, c'est sûr. Il est très centralisé sur la capitale en tout ce qui est le pouvoir politique, mais qui laisse totalement de côté justement le Pérou profond, comme on dit, le Pérou profundo, qui justement c'est le Pérou où il y a justement les communautés autochtones, où il y a ce type d'organisation paysanne. C'est un pays avec un racisme très profond, une colonialité très profonde et historique, et on n'arrive pas justement à dépasser ces frontières-là entre rural et urbain aussi, qui sont très fortes. Et là, justement, la mobilisation actuelle met au devant de la scène toute cette population historiquement oubliée, laissée de côté et humiliée, qui va prendre le devant et qui va, par exemple, là, plusieurs organisations autochtones sont en train de s'organiser, autochtones et paysannes, elles sont en train de s'organiser pour venir à la capitale, pour se manifester à la capitale. Il y a des camions, des milliers de personnes qui sont en train d'arriver pour se faire entendre aussi à la capitale. Vous dites que c'est une société très inégalitaire et raciste, mais pourtant la présidente Dina Boluarte, la nouvelle présidente, vient elle-même des communautés andines. Oui, elle a des origines à Purimac, mais justement, elle parle même la langue quechua.
Mais c'est justement la paradoxe, est-ce que ce peuple, le peuple de Apurímac, ils sont vraiment énervés vers elle parce qu'ils pensent qu'elle a vraiment trahi la volonté populaire. C'est pas parce qu'elle parle le quechua qu'elle garantit les droits des peuples. Au contraire, elle a trahi la volonté qu'a représenté au tout début Pedro Castillo, que c'était vraiment un changement social que les peuples ils sont en train de demander. Puis il y a une question de classe aussi. Et par ailleurs, le fait qu'elle parle quechua et qu'elle fasse exprès de parler quechua dans les mêmes discours présidentiels dans lesquels elle dit clairement qu'elle va continuer à réprimer et qu'elle ne va pas lâcher le pouvoir alors qu'elle est complètement illégitime et que tout le peuple la refuse, c'est aussi intéressant de voir comment elle instrumentalise cette question-là. Elle instrumentalise le fait d'être une femme, d'être une mère, en disant qu'elle est la première présidente femme, alors que ce qu'on a, c'est la première dictatrice femme. Et elle instrumentalise aussi la question du quechua en parlant quechua, alors qu'elle est en train de dire qu'elle va continuer les massacres. On va conclure là-dessus, c'est ma dernière question, mais vous avez dit que vous voulez une transformation sociale du pays. Du coup, ce moment qu'on est en train de vivre au Pérou, est-ce que c'est une insurrection et qu'est-ce que ça va devenir exactement? Est-ce que cette insurrection peut devenir une révolution? Justement, dans le chaos, c'est toujours possible peut-être de trouver une sortie vraiment démocratique. Je crois que maintenant, les peuples cherchent plutôt ça. Il y a la demande de Castillo, il y a des choses qui sont des contextes précis, mais il y a des choses très profondes, comme vous avez dit. Et là, la sortie politique, je pense que c'est la vraie démocratisation du peuple qui passe notamment pour une assemblée constitutionnelle, une nouvelle constitution. Déjà, les 69% des peuples péruviens, ils sont d'accord avec la convocation d'une assemblée pour demander si on est d'accord ou pas pour la nouvelle constitution. Et donc, ça parle des changements au niveau de la pensée. Ça fait 10 ans, les peuples, peut-être, ils n'auraient pas dit ça. Maintenant, on voit qu'il y a la possibilité d'une sortie vraiment démocratique et on espère que la droite aussi écoute finalement, parce que sinon, il y a un massacre qui continue au Pérou et qu'on va toujours dénoncer de notre espace. Juste pour rajouter quelque chose, je pense qu'il y a deux niveaux de lecture, c'est-à-dire comme elle parle, Emma, de cette sortie démocratique, de réussir du moins à construire une nouvelle constitution, à enlever celle de la constitution dictatoriale de l'époque fujimoriste de l'année 93, d'essayer de faire tomber justement cette dictature. Ça, c'est d'un côté, mais plus à un long terme, et en parlant aussi de révolution. Peut-être que les peuples autochtones, par exemple, plusieurs se sont déclarés en état d'insurrection contre tout ce qui est en train de se passer. Et je pense que dans un plus long terme, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment c'est fondateur parce qu'après une période de conflit armé interne dans laquelle justement la gauche elle a été complètement, exactement lessivée. Ça a été très difficile de construire, ne serait-ce qu'une gauche social-démocrate en fait. Rien que ça, c'était déjà du terrorisme, c'était déjà du communisme pour la droite au Pérou, c'est le terrorisme, hein, c'est des synonymes. Mais en gros, je pense que là, c'est quelque chose d'extrêmement important ce qui se passe pour même une lecture révolutionnaire, dans le sens où c'est maintenant que peut se créer, se fonder peut-être à travers toutes ces luttes qui sont en train de se passer, quelque chose qui va pouvoir faire renaître la gauche, en tout cas on l'espère. Je vous remercie toutes les deux, merci d'être venues sur le plateau du Média et d'être venues nous parler du Pérou. Je vous dis bon courage dans votre combat. C'est la fin de ce direct. Je le rappelle, vous pouvez aussi retrouver ces émissions sous forme de podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à liker, à commenter, à partager ces contenus sur les réseaux sociaux. Ça nous aide énormément. N'hésitez pas à parler du média autour de vous et à visiter notre site, lemediatv.fr, pour consulter toutes nos émissions. Je vous dis bonne journée. À bientôt.